Jusqu'où un empire peut-il aller pour consolider son autorité sur de vastes territoires et des populations diverses? Dans l'empire colonial français, la punition était bien plus qu'un simple acte de correction. Elle est devenue un spectacle calculé, destiné à envoyer un message clair et terrifiant. Des travaux forcés épuisants aux punitions physiques défiant les limites de l'humanité. Ces pratiques étaient conçues pour briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elles n'étaient pas de simples mesures disciplinaires, mais des outils de domination qui maintenaient des millions de personnes sous un régime de peur et de soumission absolue. Mais quelles méthodes de torture et de punition étaient utilisées pour imposer ce contrôle? La guillotine, la hache de la justice. La guillotine, initialement conçue comme un symbole de la justice pendant la Révolution française, est devenue une arme de contrôle absolu dans les colonies françaises. Dans le vaste domaine colonial, cet instrument, réputé pour son efficacité, est passé d'un outil judiciaire à un moyen de domination. Sa lame est tombée non seulement sur ceux qui enfreignaient la loi, mais aussi sur ceux perçus comme des menaces à l'ordre imposées par l'Empire. Introduite dans les colonies françaises au XIXe siècle, la guillotine est devenue un spectacle public conçu pour inspirer respect et peur. Contrairement à l'Europe, où son utilisation était justifiée comme une mesure de justice impartiale, dans les colonies, elle servait un autre but: renforcer la suprématie du régime français sur les populations locales. En Algérie, où la guillotine a été largement utilisée, on estime qu'entre 1830 et 1962, des milliers de personnes ont été exécutées publiquement sous sa lame. Ces exécutions punissaient des crimes considérés comme graves, tels que l'insurrection ou la conspiration, mais elles servaient aussi de mise en garde collective pour étouffer les mouvements de résistance contre l'occupation française. Les exécutions à la guillotine étaient rarement des actes privés. Elles se déroulaient souvent sur des places publiques et devant de grandes foules, orchestrées par les autorités coloniales. En Indochine, par exemple, les exécutions étaient annoncées plusieurs jours à l'avance, attirant des villageois des régions avoisinantes. Les archives historiques montrent qu'en 1908, un chef rebelle vietnamien a été guillotiné devant des centaines de personnes dans le cadre d'une stratégie visant à démoraliser ses partisans. Au Sénégal, des archives de 1923 décrivent comment un groupe de rebelles a été exécuté publiquement sur une place de Dakar après avoir tenté d'organiser un soulèvement contre le système de travail imposé par les Français. Ces événements étaient conçus pour s'assurer que les populations locales comprenaient les conséquences de défier l'autorité coloniale. La guillotine n'a pas été utilisée de manière indiscriminée. Tandis que les punitions corporelles, comme les flagellations, étaient courantes pour des infractions mineures, cette méthode d'exécution était réservée aux affaires de grande envergure. Les dissidents politiques, les leaders des mouvements indépendantistes et les rebelles étaient les principales cibles. Son but n'était pas seulement d'éliminer physiquement les opposants, mais aussi de détruire le moral de leurs partisans. Un exemple notable est l'exécution de Mohamed Ben Abdelkrim, un Algérien accusé de mener une révolte en 1911. Son exécution par guillotine a eu lieu en présence de représentants locaux et coloniaux, soulignant la portée et la force du régime français. L'utilisation de la guillotine dans les colonies françaises a commencé à décliner au milieu du XXe siècle, coïncidant avec les mouvements de décolonisation et l'augmentation de l'examen international des pratiques coloniales. Cependant, son impact perdura. L'héritage de la guillotine dans les colonies françaises souligne non seulement son rôle d'instrument de justice, mais aussi celui de moyen de dissuasion et de contrôle dans un système conçu pour maintenir l'hégémonie impériale. Par sa lame, la guillotine a consolidé sa place comme un symbole dual. La justice pour certains et la terreur pour d'autres, reflétant la relation complexe entre pouvoir, loi et domination dans le contexte colonial. La roue de la vie, la punition la plus brutale. Parmi les méthodes d'exécution employées pendant les premières années de la colonisation française, la roue de la vie, également connue sous le nom de roue de Catherine, se distinguait par sa brutalité et l'impact visuel de son application. Bien que son utilisation ait été limitée dans les colonies, sa réputation en faisait un symbole terrifiant de la justice coloniale, marquant un chapitre sombre de l'histoire de l'Empire français. La roue de la vie était une méthode d'exécution méticuleusement conçue pour causer une douleur maximale et prolonger la souffrance. Le condamné était attaché à une roue en bois, les bras et les jambes étendus sur ses rayons.
Ensuite, à l'aide de barres de fer ou d'autres instruments lourds, les bourreaux brisaient systématiquement les os des membres en commençant par les chevilles et en allant vers le torse. Dans certains cas, le condamné était placé sur le dos de manière à ce que le coup final puisse tomber sur la poitrine, accélérant la mort. Cependant, dans les exécutions plus cruelles, la victime restait en vie pendant des heures, voire des jours, exposée au public jusqu'à ce qu'elle succombe. La nature publique de cette punition amplifiait son impact. Dans les places et espaces communautaires où elle était exécutée, les spectateurs étaient forcés d'assister au processus lent, tandis que les autorités utilisaient ces événements comme un rappel du contrôle absolu du régime. Albert Londres, un journaliste français du XXe siècle, a voyagé largement à travers les colonies françaises, utilisant sa plume pour exposer les conditions inhumaines qui définissaient la vie sous le régime colonial. Dans ses rapports, Londres a décrit de manière vivante l'exploitation dans des endroits tels que la Guyane française, tristement célèbre pour son système pénal brutal, et l'Algérie où les disparités entre colons et colonisés étaient écrasantes. Un cas documenté à la Nouvelle-Orléans décrit l'exécution d'une personne asservie qui a dirigé une tentative d'évasion de masse en 1730. Il a été attaché à la roue et exécuté publiquement comme avertissement pour les autres. La complexité de la procédure et le niveau de coordination requis faisaient de cette punition une mesure réservée aux situations où les autorités cherchaient un impact significatif sur la population locale. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Louis Congo, un bourreau noir à la Nouvelle-Orléans, a été chargé d'administrer diverses formes de punition dans la colonie, y compris les flagellations et la roue de la vie. En tant qu'homme asservi lui-même, Congo personnifiait les dynamiques de pouvoir perturbantes au sein de la société coloniale. Son rôle en tant qu'exécuteur des punitions brutales reflète comment les autorités utilisaient même les opprimés pour maintenir le contrôle sur leur communauté. L'utilisation de la roue dans les colonies françaises n'était pas anodine. L'administration coloniale cherchait à renforcer son autorité dans des territoires éloignés où les révoltes et le mécontentement étaient constants. La roue de la vie servait de mécanisme de dissuasion. Bien qu'elle ait été rarement utilisée, son simple existence contribuait à maintenir l'ordre en instillant une peur profonde dans les communautés. Dans les colonies caribéennes telles que la Martinique et la Guadeloupe, la roue était mise en œuvre dans des cas exceptionnels, comme celui d'un marin condamné pour meurtre en 1758, qui fut exécuté publiquement dans le port principal. Les archives historiques suggèrent que ces exécutions attiraient de grandes foules et étaient organisées pour impacter à la fois les colons et les populations asservies. Au XIXe siècle, la roue de la vie tomba en désuétude, remplacée par des méthodes d'exécution jugées plus rapides et plus pratiques, comme la guillotine. Ce changement reflétait non seulement des progrès dans les techniques de punition, mais aussi une évolution des stratégies coloniales, qui commencèrent à privilégier l'efficacité au spectacle public. Malgré sa disparition, la roue laissa une empreinte profonde dans la mémoire collective des colonies. En tant que symbole des dynamiques de pouvoir dans le système colonial, cette punition extrême représentait l'une des manifestations les plus brutes du contrôle absolu exercé par le régime français. Bien que son utilisation ait été limitée, la roue de la vie resta un emblème de la justice la plus sévère et un outil de dissuasion extrême. Son héritage est encore rappelé comme l'une des pratiques les plus atroces du système colonial français, soulignant les dynamiques de contrôle et de répression qui caractérisaient cette période de l'histoire. Flagellation et fouet, méthode de punition dans l'empire colonial français. La flagellation et le fouet sont devenus des pratiques routinières dans les stratégies disciplinaires de l'empire colonial français. Ces formes de punition physique étaient légalement sanctionnées par le Code de l'indigénat, promulgué en 1881, un ensemble de lois qui accordaient aux autorités coloniales de larges pouvoirs pour infliger des sanctions aux populations indigènes, sans la nécessité de procédures judiciaires formelles. La bastonnade était généralement effectuée avec des tiges en bois ou des bâtons de bambou, tandis que le fouet était constitué de lanières en cuir tressé. Le nombre de coups dépendait de l'infraction et était déterminé par les administrateurs coloniaux ou les chefs locaux sous la supervision du régime français. Ces punitions étaient souvent exécutées sur des places publiques ou dans des lieux de travail, en présence des membres de la communauté. Un document de 1908 en provenance du Sénégal
détaille comment un jeune homme fut condamné à 25 coups de fouet pour avoir refusé de participer à un projet de construction supervisé par les autorités coloniales. Sur les plantations en Indochine, les travailleurs qui ne respectèrent pas les quotas de production recevaient entre 10 et 50 coups de fouet, selon des documents officiels de l'époque. En 1912, un rapport gouvernemental mentionne les punitions dans les villages qui ne respectèrent pas les quotas fiscaux. Dans une localité du Niger, plusieurs hommes furent publiquement battus pour des retards dans les paiements exigés par l'administration locale. En 1923, un groupe de paysans protestant contre l'expropriation des terres fut soumis à des flagellations collectives, comme noté dans les archives coloniales. Chaque personne reçut entre 20 et 30 coups. En 1930, lors d'une grève sur une plantation de caoutchouc, plusieurs travailleurs furent publiquement fouettés pour ne pas être retournés au travail, après un ultimatum des autorités. Les archives de l'entreprise mentionnent l'utilisation de cette méthode comme une mesure de dissuasion immédiate. Le Code de l'indigénat stipulait que des punitions physiques pouvaient être imposées pour des infractions telles que le non-respect des ordres, les retards dans le paiement des taxes ou l'absence de participation au travail obligatoire. L'absence d'un système d'appel garantissait que ces sanctions étaient exécutées rapidement et sans résistance formelle. Au Sénégal, une affaire de 1910 détaille comment un homme fut condamné à 30 coups pour ne pas avoir participé à la construction d'une route dans sa région. Les documents historiques décrivent l'événement comme une action disciplinaire ordinaire mise en œuvre pour garantir le respect des directives coloniales. Les punitions physiques restèrent en usage dans plusieurs colonies françaises jusqu'aux années 1940, lorsque celles-ci commencèrent à être remises en question en raison de la critique internationale croissante des pratiques coloniales. Cependant, des rapports de l'époque montrent que ces méthodes demeuraient courantes dans les zones rurales où l'administration coloniale exerçait un contrôle direct sur les populations locales. Les archives historiques de ces punitions reflètent un système organisé pour prioriser l'exécution immédiate des sanctions dans le cadre des politiques administratives de l'Empire colonial français. Marquage au fer rouge, un sceau de domination. Le marquage au fer rouge était l'une des méthodes les plus largement utilisées pour exercer le contrôle et la discipline dans les colonies de l'Empire français. Issue du système pénal de la France métropolitaine, cette punition a évolué dans les colonies, prenant des connotations plus violentes et oppressives, en particulier dans le contexte de l'esclavage. La pratique, qui consistait à appliquer un fer chauffé sur la peau pour graver des symboles ou des initiales, ne punissait pas seulement l'individu, mais envoyait également un message clair aux communautés locales. Le marquage était principalement utilisé pour identifier et punir ceux considérés comme des criminels ou des insubordonnés. Dans les Caraïbes, en particulier en Haïti et en Martinique, cette pratique était courante pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Les personnes condamnées pour vol, désertion ou rébellion étaient marquées au fer rouge avec des lettres telles que V pour voleur ou des symboles spécifiques des autorités coloniales. Dans le système de l'esclavage, le marquage prenait un but supplémentaire. Les Africains esclaves étaient fréquemment marqués avec les initiales de leurs propriétaires, des symboles de plantation ou des emblèmes des autorités coloniales. Ce processus, généralement effectué à leur arrivée dans les ports ou après un achat, était justifié comme une forme d'enregistrement pour indiquer la propriété. La marque, permanente et inaltérable, devenait un emblème physique renforçant la subjugation des individus esclaves au sein de la hiérarchie coloniale. Le marquage au fer rouge est devenu particulièrement symbolique pendant la Révolution haïtienne, 1791 à 1804. En Haïti, alors connue sous le nom de Saint-Domingue, cette pratique représentait l'une des formes les plus visibles de déshumanisation et d'oppression exercée sur la population esclave. Les témoignages de l'époque racontent comment les marques sur les corps des rebelles capturés étaient utilisées pour identifier leur allégeance à des factions spécifiques ou leur histoire d'insubordination. Pendant cette période, le marquage est devenu un point focal de la résistance. Des leaders révolutionnaires, comme Toussaint Louverture, ont souligné l'éradication de ces pratiques et ont dénoncé leur symbolisme oppressif, utilisant l'abolition du marquage comme un étendard dans la lutte pour la liberté. À mesure que le mouvement révolutionnaire avançait,
Le marquage non seulement diminua, mais commença à être considéré comme un souvenir tangible des atrocités du régime colonial. En France, le marquage fut officiellement aboli en 1832 dans le cadre d'une réforme du système pénal. Cependant, dans les colonies, la pratique continua de manière clandestine ou avec des justifications locales pendant plusieurs décennies. Des rapports du milieu du XIXe siècle indiquent que dans des territoires comme la Guadeloupe et la Guyane, le marquage était encore utilisé pour identifier les travailleurs sous contrat, notamment dans les plantations. L'abandon progressif de cette pratique reflète les disparités entre les politiques appliquées dans la métropole et celles des colonies. Tandis que la France cherchait à projeter une image plus civilisée, les colonies demeuraient un terrain fertile pour les méthodes répressives qui maintenaient le contrôle sur les populations locales. Les camps de travail forcé, la machine d'exploitation de l'empire colonial français. Au cœur du système colonial français, les camps de travail forcé émergèrent comme l'un des outils les plus efficaces pour maintenir l'économie impériale et exercer un contrôle sur les populations colonisées. Ces camps, établis dans des territoires tels que la Guyane française, Madagascar et l'Afrique de l'Ouest, étaient utilisés non seulement pour exploiter les ressources naturelles, mais aussi pour punir ceux qui défiaient l'autorité coloniale. Le travail forcé a été mis en place comme un moyen de maximiser la productivité économique dans les régions riches en ressources. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la construction d'infrastructures telles que les chemins de fer et les routes dépendait largement du travail forcé des populations indigènes. En vertu du code de l'indigénat, des hommes locaux étaient enrôlés pour effectuer un travail obligatoire, souvent sans compensation, et soumis à des journées de travail épuisantes sous la supervision directe des administrateurs coloniaux. À Madagascar, pendant les premières décennies du XXe siècle, des milliers d'hommes furent forcés de travailler sur des projets agricoles et d'infrastructures visant à consolider le contrôle français sur l'île. Les archives coloniales décrivent comment ces travailleurs faisaient face à de mauvaises conditions sanitaires, à une nourriture insuffisante et à des punitions physiques, pour ne pas avoir atteint les objectifs assignés. Parmi les camps de travail forcé établis par l'Empire français, celui de l'île du Diable en Guyane française se distingue comme l'un des plus brutaux. Fondé au XIXe siècle, ce camp est devenu un lieu de punition extrême, en particulier pour les prisonniers politiques et les criminels condamnés. Les conditions de vie sur l'île étaient infâmes, les détenus souffraient de malnutrition, de maladies telles que le paludisme, et de journées interminables de travail sous un climat tropical hostile. L'île du Diable a gagné en notoriété pendant l'affaire Dreyfus, lorsque l'officier de l'armée française Alfred Dreyfus y fut envoyé après avoir été faussement accusé de trahison. Bien qu'il ait été finalement réhabilité, son épreuve exposa les conditions inhumaines du camp, attirant l'attention internationale. Les détenus comprenaient non seulement des criminels ordinaires, mais aussi des dissidents politiques qui s'opposaient au régime français lors d'événements comme la Commune de Paris, 1871. Les autorités françaises utilisaient l'éloignement physique de ces individus comme un moyen de neutraliser les menaces contre le pouvoir colonial, tandis que les conditions sévères des camps servaient d'avertissement aux éventuels opposants. Le système de travail forcé ne se limitait pas à l'exploitation économique. Il servait également de méthode de contrôle social et politique. Ceux qui résistaient aux politiques coloniales étaient envoyés dans ces camps en guise de punition exemplaire. Les conditions brutales étaient conçues pour briser non seulement les individus, mais aussi les communautés dont ils étaient issus, décourageant toute tentative de rébellion. Cependant, cette pratique a également eu des conséquences inattendues. Les conditions sévères et les morts massives dans les camps ont suscité des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la France, notamment à partir des années 30, lorsque le mouvement anticolonial a commencé à prendre de l'ampleur. Les témoignages des survivants, ainsi que les rapports des chercheurs et des journalistes, ont révélé les abus commis au nom de la productivité et du contrôle. Le système de travail forcé a été progressivement démantelé après la Seconde Guerre mondiale, la pression internationale croissante et la mobilisation anticoloniale ayant contraint la France à revoir ses politiques dans les colonies. Néanmoins, l'impact de ces camps a laissé une marque durable sur les régions affectées, tant en termes de dévastation sociale que de mémoire collective. Aujourd'hui, les camps de travail forcé dans l'Empire français sont rappelés comme l'un des outils les plus oppressifs utilisés pour soutenir le colonialisme. L'île du Diable, en particulier,
est devenu un symbole des atrocités liées à ce système, illustrant comment l'Empire français comptait non seulement sur l'exploitation économique, mais aussi sur des punitions extrêmes pour maintenir sa hégémonie. La torture dans les prisons coloniales, l'horreur cachée de l'Empire français. La répression coloniale française ne se manifestait pas seulement sur les places publiques et dans les rues comme un spectacle destiné à inspirer la peur, mais elle opérait également dans l'ombre, à l'intérieur des prisons où la violence était exercée sans retenue. Tandis que les exécutions et les punitions publiques visaient à intimider la population, les centres de détention servaient de laboratoires de torture conçus pour briser les prisonniers politiques, les insurgés et toute personne considérée comme une menace pour le régime colonial. Ces méthodes, documentées dans des colonies comme l'Algérie et l'Indochine, révèlent un système de punition fondé sur une brutalité systématique. Des techniques telles que la privation sensorielle, l'asphyxie contrôlée, la surpopulation extrême et les simulacres d'exécution étaient employés pour anéantir la volonté des détenus. Hors des murs des prisons coloniales, ces supplices restaient inconnus du grand public, mais à l'intérieur, chaque châtiment était conçu pour déshumaniser et détruire la résistance psychologique des prisonniers. L'une des méthodes les plus efficaces utilisées pour briser les détenus dans les prisons coloniales françaises était la privation sensorielle, qui consistait à isoler les prisonniers de tout stimulus extérieur pendant de longues périodes. Les détenus étaient enfermés dans des cellules totalement obscures, sans contact avec qui que ce soit et sans accès au son ou à la lumière naturelle. Dans de nombreux cas, ils passaient des jours, des semaines, voire des mois sans savoir s'il faisait jour ou nuit. Le manque d'interaction humaine et la désorientation extrême avaient des effets dévastateurs sur leur esprit. Nombre d'entre eux développaient des hallucinations, une anxiété sévère et une perte de la perception du temps, les rendant plus vulnérables à la manipulation et plus enclins à avouer sous l'effet du désespoir total. Cette méthode fut largement utilisée en Algérie contre les membres du Front de Libération Nationale, FLN, capturés et confinés dans des cellules souterraines sans fenêtres. En Indochine, les prisonniers politiques étaient enfermés dans des espaces si exigus qu'ils ne pouvaient pas bouger librement, soumis à un silence absolu qui détériorait progressivement leur état mental. Une autre méthode récurrente dans les centres de détention coloniaux était l'asphyxie contrôlée, utilisée pour induire une sensation de noyade sans provoquer de mort immédiate. Dans certains cas, des sacs en tissu étaient placés sur la tête des prisonniers et serrés jusqu'à leur perte de connaissance. Une fois évanouis, le sac était retiré pour leur permettre de respirer, puis le processus recommençait encore et encore. En Algérie, une variante de cette méthode impliquait l'usage de l'eau. Les prisonniers étaient immergés à plusieurs reprises dans des barils ou des bassins, dans une technique similaire au waterboarding. Cette pratique déclenchait une panique extrême, convainquant les détenus qu'ils allaient en mourir, les poussant ainsi à avouer sous l'effet d'une terreur absolue. Les simulacres d'exécution constituaient un autre mécanisme destiné à soumettre les prisonniers. Dans de nombreux cas, les détenus étaient extraits de leurs cellules, les yeux bandés, transportés vers des lieux isolés et alignés face à un peloton d'exécution. Ils entendaient les armes se charger et recevaient l'ordre de se préparer à mourir. Au dernier moment, les coups de feu étaient tirés en l'air, où ils étaient simplement renvoyés dans leurs cellules. Cette méthode visait à anéantir toute résistance psychologique, plongeant les prisonniers dans une peur constante de la mort. Au-delà des tortures physiques et psychologiques, les conditions de vie dans les prisons coloniales constituaient un châtiment en soi. Dans de nombreux cas, il n'était pas nécessaire d'interroger ou de frapper les détenus pour qu'ils meurent, car la maladie, la famine et le manque d'hygiène les tuaient lentement. En Indochine, les détenus étaient entassés dans des cellules minuscules, sans ventilation. La chaleur suffocante et l'humidité transformaient ces espaces en pièges mortels, où les maladies se propageaient sans contrôle. Le manque d'eau potable et la nourriture insuffisante affaiblissaient rapidement les prisonniers, dont beaucoup ne survivaient pas plus de quelques mois en captivité. En Algérie, certains prisonniers étaient enfermés dans des cages en plein air, exposés au soleil brûlant pendant la journée et au froid glacial la nuit. Les piqûres d'insectes,
La déshydratation et l'épuisement constant affaiblissaient les détenus jusqu'à la mort. Les exécutions extrajudiciaires à l'intérieur des prisons étaient également fréquentes. Dans certains cas, les gardiens cessaient simplement de nourrir certains détenus ou les frappaient systématiquement jusqu'à ce qu'ils succombent à leurs blessures. Ces décès étaient ensuite enregistrés comme des décès dus à des maladies, afin de dissimuler les crimes commis dans les prisons. Les prisons coloniales françaises n'étaient pas de simples centres de détention, mais des lieux où la torture servait d'outil de contrôle absolu. Loin des regards du public, bien loin du discours officiel de civilisation et de progrès, ces centres de détention fonctionnaient comme des machines de souffrance où la vie des prisonniers n'avait aucune valeur. La combinaison de la privation sensorielle, de l'asphyxie, des simulacres d'exécution et des conditions de vie inhumaines ne se contentait pas de punir les prisonniers. Elle envoyait également un message clair à ceux qui restaient libres. Dans le système colonial, il ne suffisait pas de soumettre physiquement les insurgés et les dissidents. Il fallait briser leur volonté et s'assurer que la peur se propage au-delà des murs de la prison. Lorsque la violence dans les rues ne suffisait pas à écraser la résistance, les prisons devenaient le dernier recours de la terreur coloniale. Entre leurs murs, la punition n'était pas simplement un acte de répression, mais une lente condamnation à mort, exécutée sans témoin et sans possibilité d'évasion. La potence, humiliation publique. La potence, une structure apparemment simple en bois ou en métal conçue pour immobiliser la tête et les mains d'une personne condamnée, est devenue un symbole d'humiliation publique dans l'empire colonial français. Bien qu'originaire d'Europe comme punition pour les infractions mineures dans les colonies françaises, cette pratique a pris un caractère plus brutal, notamment lorsqu'elle était utilisée contre les populations esclaves, indigènes et de travail forcé. Le processus était simple. L'individu condamné était placé dans un cadre qui limitait sa mobilité, souvent dans un lieu public tel qu'une place ou un marché. Pendant des heures, voire des jours, la personne devait supporter non seulement l'inconfort physique de la position forcée, mais aussi l'humiliation d'être soumise aux moqueries, insultes et, dans certains cas, agressions physiques de la part des spectateurs. Dans les colonies, cette punition était souvent combinée avec des actes de cruauté supplémentaires. Les archives historiques rapportent des cas où les individus dans la potence étaient battus par les surveillants coloniaux ou frappés d'objets par la foule. L'objectif n'était pas seulement de dégrader l'individu puni, mais aussi d'envoyer un message clair de soumission à l'ensemble de la communauté. La potence était particulièrement répandue dans les colonies caribéennes comme Saint-Domingue, l'actuel Haïti, où elle était largement utilisée contre la population esclave. Les archives historiques indiquent que les esclaves qui désobéissaient à leur maître, tentaient de s'échapper ou simplement remettaient en question les ordres, pouvaient être placés dans la potence pendant des heures sous le soleil brûlant. À Saint-Domingue, cette méthode était courante dans les plantations, où elle était imposée comme punition pour des infractions mineures telles que le retard ou des conversations interdites. Cependant, elle était aussi utilisée en réponse à des tentatives de rébellion, la sévérité de la punition étant augmentée par des actes tels que des coups publics avant ou après avoir été placés dans la structure. Dans l'Afrique de l'Ouest française, la potence était utilisée contre les populations indigènes qui ne remplissaient pas les quotas de travail forcés ou résistaient à l'autorité coloniale. Dans les villages et les centres urbains, les places publiques devenaient des scènes où le condamné restait exposé pendant des heures, tandis que la communauté était contrainte de témoigner de l'acte. Contrairement aux punitions physiques directes comme le fouet, la potence avait un double objectif: sanctionner l'individu tout en renforçant la hiérarchie sociale devant le reste de la population. L'acte d'être observé par les colonisateurs, les surveillants et les pairs transformait l'expérience de la punition en un événement collectif. Cela servait de mise en garde pour décourager toute forme de résistance et maintenir la structure du pouvoir colonial. Au début du XIXe siècle, l'utilisation de la potence a commencé à décliner dans les colonies françaises. Ce déclin était lié à l'introduction de systèmes pénitentiaires plus formels et au développement de méthodes de punition perçues comme plus civilisées. Malgré son abandon, la potence a laissé une profonde empreinte dans la mémoire des communautés affectées. En particulier, son utilisation dans des régions comme Haïti a contribué au ressentiment qui a alimenté les mouvements révolutionnaires et d'émancipation. La mémoire de cette punition, combinée à d'autres formes de répression coloniale,
demeure un rappel des outils utilisés pour maintenir le contrôle dans l'Empire français. Corps colonisé, les abus sexuels comme arme de pouvoir impérial. La période coloniale française se caractérisait par une exploitation systématique qui allait bien au-delà de l'économie et de la politique. Dans ce contexte, la violence sexuelle est devenue un mécanisme efficace pour consolider la domination sur les populations colonisées. Permise par un système profondément inégal et raciste, cette forme de violence était à la fois une expression du contrôle absolu des colonisateurs et un outil pour démoraliser et affaiblir les communautés subordonnées. Les corps des femmes colonisées, fétichisés et déshumanisés sont devenus la cible d'abus normalisés par les structures juridiques et sociales du régime colonial. Dans les colonies, l'inégalité absolue du pouvoir a joué un rôle fondamental dans la perpétuation de ces abus. Les colonisateurs, qu'ils soient administrateurs, soldats ou civils, exerçaient une autorité incontestée sur la vie des populations colonisées. Ce contrôle total leur permettait d'exercer des violences physiques et sexuelles en toute impunité, tandis que les lois coloniales protégèrent leurs actions. Dans cet environnement, les femmes locales, privées de toute forme de protection juridique, se retrouvaient dans une position de vulnérabilité totale. Ainsi, la structure de pouvoir non seulement facilitait les abus, mais les légitimait en tant qu'extension de la domination coloniale. La déshumanisation raciste a également joué un rôle crucial dans ce phénomène. Les idéologies coloniales ont promu l'idée que les populations soumises étaient primitives, exotiques et, en fin de compte, inférieures. Ces récits profondément enracinés présentaient les femmes colonisées comme des objets sexualisés, perpétuant la croyance que leur corps était accessible aux colonisateurs. Dans ce contexte, les femmes n'étaient pas vues comme des individus ayant des droits, mais comme des dépouilles du projet colonial. Cette perception s'intensifiait lors des conflits, où la violence sexuelle était utilisée comme une représaille collective contre les communautés rebelles. L'impunité structurelle faisait en sorte que les auteurs de ces violences ne faisaient que rarement face à des conséquences juridiques. Dans les colonies, les lois étaient conçues pour protéger les colons européens tout en ignorant systématiquement les témoignages des victimes locales. Si une femme colonisée signalait un viol, sa parole était jugée invalide face à celle de son agresseur. Cette culture d'impunité non seulement perpétuait les abus, mais envoyait également un message clair aux victimes. Il n'y avait aucune possibilité de justice pour elles. Cela était particulièrement évident dans les cas où les auteurs étaient des soldats ou des fonctionnaires, qui, en tant que représentants de l'Empire, jouissaient d'une immunité absolue. Les abus sexuels ne se limitaient pas à des actes individuels, mais faisaient également partie de la vie quotidienne dans les systèmes de travail forcés. Dans les plantations, les mines et les projets d'infrastructures, les femmes colonisées travaillaient sous la supervision constante des surveillants et administrateurs européens, les exposant régulièrement à des agressions sexuelles. De même, lors des campagnes militaires et des raids contre les communautés résistantes à la domination coloniale, le viol était utilisé comme une arme collective pour punir et soumettre les populations locales. Dans ces contextes, l'abus n'était pas seulement une expression de violence, mais une tactique délibérée pour instiller la peur et dissuader toute résistance. L'impact de cette violence sexuelle allait au-delà des victimes individuelles, affectant l'ensemble des communautés. Les femmes ayant survécu à de tels abus faisaient face à une stigmatisation extrême au sein de leur propre communauté, où parler de viol pouvait entraîner l'ostracisme social ou le rejet. Ce silence forcé perpétuait les abus, tandis que les enfants nés du viol subissaient une double stigmatisation, d'abord pour être le produit d'un acte non consenti, et ensuite pour être métis dans un système qui valorisait la pureté raciale européenne. Ces dynamiques contribuaient à la fragmentation sociale, rendant plus difficile l'organisation des communautés pour résister collectivement. Des exemples concrets de ces pratiques éclairent l'impact des abus sexuels dans les colonies françaises. Pendant l'occupation de l'Algérie, notamment pendant la guerre d'indépendance, de 1954 à 1962, les viols étaient utilisés comme représailles contre les communautés soutenant les rebelles. En Afrique de l'Ouest française, les femmes travaillant à la construction de routes ou dans l'extraction des ressources étaient constamment exposées aux abus des surveillants et des soldats. En Indochine française, les femmes vietnamiennes et cambodgiennes subissaient une double exploitation. Elles étaient victimes d'abus sexuels dans les plantations
et simultanément fétichisée sous le récit orientalisme européen de la femme soumise. L'héritage de la violence sexuelle dans le contexte colonial français témoigne de l'utilisation de l'abus comme une arme de domination. Au-delà de l'exploitation économique et politique, le contrôle des corps colonisés est devenu un élément central du projet impérial. Bien que ces pratiques aient été réduites au silence pendant longtemps, leur impact persiste dans la mémoire historique et les dynamiques sociales des anciennes colonies, servant de rappel des horreurs d'un système qui a instrumentalisé la violence sous toutes ses formes. La disparition forcée, quand la punition devient oubli. Dans le système colonial français, la répression ne se limitait pas aux exécutions publiques, à la torture en prison ou au travail forcé. Pour éliminer toute menace contre le régime, une méthode encore plus efficace était employée: la disparition forcée. Cette forme de punition ne se contentait pas d'éliminer physiquement la victime, mais effaçait aussi son existence, laissant les familles et les communautés sans réponse, sans corps et sans justice. Dans des colonies comme l'Algérie et l'Indochine, la disparition forcée devint une pratique courante contre les chefs rebelles, les militants politiques et toute personne jugée dangereuse par le régime. Arrestations arbitraires, enlèvements nocturnes et exécutions clandestines étaient utilisées par les forces coloniales comme tactique de terreur pour réprimer toute tentative de résistance. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, les forces françaises mirent en œuvre la disparition forcée dans le cadre de leur stratégie de contre-insurrection. Des milliers d'Algériens furent arrêtés par l'armée, la police et des unités spéciales comme les parachutistes, sans jamais réapparaître. Les personnes enlevées étaient conduites dans des centres de détention secrets, où elles étaient interrogées et torturées. Certaines étaient exécutées en secret, leurs corps jetés dans des fosses communes, des rivières ou même en pleine mer Méditerranée. D'autres étaient transportées en hélicoptère et jetées vivantes dans le vide. Une pratique connue sous le nom de crevette Bigard, du nom du général français Marcel Bijard, qui justifiait cette méthode comme une élimination rapide des ennemis. L'un des cas les plus documentés fut la disparition de Maurice Audin, mathématicien français et militant communiste favorable à l'indépendance algérienne. Arrêté en 1957 par les forces françaises, il ne fut jamais revu. Pendant des décennies, le gouvernement français nia son exécution jusqu'à ce qu'en 2018, il reconnaisse officiellement qu'Audin avait été assassiné sous la torture et que son corps avait été dissimulé. La disparition forcée fut également utilisée contre les civils accusés de collaborer avec le Front de Libération Nationale, FLN. Hommes, femmes et même adolescents furent arrêtés sur simple suspicion, mais au lieu d'être jugés ou emprisonnés, ils disparaissaient purement et simplement. Leurs familles ne reçurent jamais d'informations sur leur sort, et toute tentative de réclamer des réponses se heurta à la répression. Pendant la première guerre d'Indochine, 1946 à 1954, l'armée française employa des tactiques similaires contre les combattants du Viet Minh, le mouvement indépendantiste dirigé par Ho Chi Minh. Les disparitions forcées furent utilisées pour démanteler la résistance vietnamienne et semer la terreur parmi la population. Les forces coloniales arrêtèrent des dirigeants communistes, des organisateurs de grèves et des sympathisants du Viet Minh. Certains furent envoyés dans des camps de concentration comme celui de Pulo Condor, où ils périrent lentement dans des conditions inhumaines. D'autres furent exécutés en secret et leurs corps ne furent jamais retrouvés. Dans certaines régions, des villages entiers furent victimes de disparitions de masse. Lorsque les Français soupçonnaient un village de soutenir le Viet Minh, ses habitants pouvaient être arrêtés sans laisser de traces et conduits vers des lieux inconnus. Les exécutions sommaires dans la jungle devinrent une pratique récurrente, les corps étant jetés dans des rivières ou enterrés dans des fosses communes non répertoriées. L'un des cas les plus emblématiques fut la disparition de l'intellectuel et militant Nguyen Van Thao, un leader politique qui plaidait pour l'indépendance. Arrêté par les forces françaises, il ne fut jamais revu. Sa disparition marqua un tournant dans la radicalisation de la lutte contre le colonialisme. Les disparitions forcées servaient un double objectif. Non seulement elles éliminaient physiquement les opposants,
mais elles instauraient aussi un climat de peur et d'incertitude dans la société. Sans corps ni preuves concrètes, les familles restaient enfermées dans une quête interminable, sans réponse et sans possibilité de faire leur deuil. Les forces coloniales employèrent diverses méthodes pour effacer toute trace de leurs crimes. Des fosses communes clandestines furent utilisées pour dissimuler les corps. En Algérie, des détenus furent jetés en Méditerranée avec des blocs de ciment attachés à leur corps. De plus, les autorités coloniales nièrent systématiquement toute implication dans ces disparitions. Les familles se voyaient dire que leurs proches avaient fui ou rejoint les rebelles, créant ainsi un vide juridique qui empêchait toute enquête. La disparition forcée eut un effet dévastateur sur les sociétés colonisées. Elle ne se contenta pas d'éliminer les leaders des mouvements de résistance, mais elle instaura aussi une culture de la peur, où personne n'osait défier l'autorité coloniale. En Algérie, la tactique de la disparition forcée sema la terreur parmi ceux qui soutenaient l'indépendance. De nombreux opposants choisirent l'exil plutôt que de risquer l'enlèvement. L'incertitude entourant le sort de milliers de disparus reste aujourd'hui encore un sujet majeur de mémoire historique en Algérie. Au Vietnam, l'usage des disparitions forcées alimenta la haine envers le régime colonial français et radicalisa encore davantage la lutte pour l'indépendance. À chaque leader disparu, le Viet Minh trouvait une nouvelle raison d'intensifier sa résistance jusqu'à sa victoire finale en 1954. Les disparitions forcées furent l'une des méthodes les plus extrêmes employées par le régime colonial français. Il ne s'agissait pas simplement de punir ou d'exécuter, mais d'anéantir totalement une personne et sa mémoire. Les corps ne furent jamais retrouvés, les récits restèrent incertains, et les familles furent condamnées à une attente sans fin. Lorsque la répression publique et la torture en prison ne suffisaient pas, l'Empire colonial eut recours à son arme la plus efficace, faire disparaître ses ennemis sans laisser de traces. Dans l'histoire du colonialisme français, peu de tactiques furent aussi brutales et peu laissèrent une empreinte aussi profonde sur les nations qui luttèrent pour leur indépendance. Témoins, figures emblématiques des méthodes coloniales françaises. L'Empire colonial français, renommé pour ses vastes territoires et sa puissance économique, a mis en place une variété de méthodes oppressives pour maintenir le contrôle sur les populations colonisées. Cependant, tout au long de l'histoire, de nombreuses figures emblématiques ont témoigné, dénoncé ou lutté contre ces tactiques, laissant un héritage de résistance, de documentation et d'analyse critique. Voici quelques-unes de ces personnalités qui ont observé, vécu ou affronté la brutalité du système colonial français. Albert Londres, journaliste français du XXe siècle, voyagea largement à travers les colonies françaises, utilisant sa plume pour exposer les conditions inhumaines caractérisant la vie sous la domination coloniale. Dans ses reportages, Londres décrivit avec vivacité l'exploitation dans des endroits comme la Guyane française, tristement célèbre pour son système pénal brutal, et l'Algérie, où les disparités entre colons et colonisés étaient écrasantes. Londres ne se contenta pas de documenter le travail forcé, mais révéla également l'impact des politiques oppressives sur les communautés indigènes. Ses écrits provoquèrent un tollé en France et éveillèrent l'opinion publique aux réalités des colonies, faisant de lui l'une des premières voix à remettre en question ouvertement le discours sur la mission civilisatrice de la France. Aimé Césaire, poète et homme politique de la Martinique, fut une figure centrale du mouvement de la négritude, qui cherchait à revendiquer l'identité africaine et caribéenne face à l'oppression coloniale. À travers des œuvres telles que Cahiers d'un retour au pays natal, Césaire décrivit les injustices profondes et la déshumanisation caractérisant le régime français dans les Caraïbes. Sa critique du colonialisme allait au-delà des abus physiques. Césaire aborda également la manière dont le système colonial détruisait les identités culturelles et réduisait les populations colonisées à de simples instruments de production. En tant qu'homme politique, il mena des efforts pour accorder plus de droits aux territoires d'outre-mer français, laissant un héritage de lutte qui influença des générations d'activistes. Toussaint Louverture, chef de la Révolution haïtienne, fut une figure centrale dans la lutte contre la domination coloniale française. Bien qu'il ait vécu avant que certaines des pratiques les plus institutionnalisées du colonialisme français ne se développent,
Sa vie et son œuvre incarnent la résistance contre des tactiques brutales telles que le marquage au fer rouge, l'exploitation des plantations et la violence punitive. Né esclave, Louverture mena une révolte qui non seulement défia l'Empire français, mais démantela l'un des systèmes d'exploitation les plus infâmes de l'histoire, l'esclavage à Saint-Domingue. Son leadership montra la faillibilité des tactiques coloniales et inspira des mouvements de résistance dans le monde entier. Bien que Roger Casement soit principalement connu pour avoir dénoncé les abus dans le Congo belge, il documenta également les atrocités dans d'autres empires, y compris l'Empire français. Son attention portée à la violence systémique contre les populations colonisées et son intérêt à exposer les conditions inhumaines dans les colonies européennes contribuèrent à développer une prise de conscience mondiale des abus coloniaux. Casement élargit le débat international sur l'éthique de la domination coloniale, mettant en évidence comment des pratiques similaires d'exploitation étaient répétées à travers les empires, y compris le français. Son travail inspira des activistes et des journalistes qui continuèrent de dénoncer les injustices du système colonial. Frantz Fanon, psychiatre et philosophe martiniquais, examina en profondeur les implications psychologiques et sociales du colonialisme. Dans son ouvrage « Les damnés de la terre », Fanon analysa comment la violence structurelle, les punitions publiques et l'exploitation du travail maintenaient non seulement un contrôle physique sur les colonies, mais cherchaient aussi à détruire l'identité et l'estime de soi des populations subjugées. Fanon fut témoin des méthodes les plus brutales du colonialisme lors de la guerre d'indépendance algérienne, où la torture, le viol et les exécutions massives devinrent des tactiques courantes de l'armée française. Son analyse théorique relia ces pratiques à des systèmes plus larges de domination, fournissant un cadre pour comprendre les luttes de libération à travers le monde. Le recrutement forcé dans les colonies françaises, quand la guerre devenait une punition. La domination coloniale française ne reposait pas seulement sur l'exploitation économique, la répression violente et le contrôle social, mais aussi sur l'utilisation systématique du recrutement forcé dans ses armées. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'hommes issus des colonies d'Afrique et d'Asie furent envoyés au front sans aucun choix. L'imposition du service militaire dans les territoires colonisés ne se contentait pas de priver des générations entières de leur liberté. Elle servait aussi de châtiment pour ceux qui refusaient de se soumettre au régime colonial. Le recrutement forcé ne s'arrêta pas avec les guerres mondiales. Pendant la guerre d'Algérie, de jeunes Algériens furent contraints de combattre leur propre peuple dans un conflit destiné à écraser le mouvement indépendantiste. La France utilisa cette tactique pour affaiblir la résistance, fracturer l'identité algérienne et renforcer son emprise sur le territoire. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, la France se tourna immédiatement vers son empire colonial pour renforcer ses rangs. Plus d'un demi-million de soldats coloniaux furent recrutés pour combattre sur les champs de bataille en Europe. Des hommes venus d'Algérie, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de Madagascar, d'Indochine et de l'Afrique occidentale française furent envoyés au front sans comprendre les raisons du conflit, ni recevoir une formation adéquate. Beaucoup d'entre eux furent enrôlés de force, enlevés dans leur village ou trompés par de fausses promesses de citoyenneté et de récompenses financières qui ne se matérialisèrent jamais. Dans les tranchées, les soldats coloniaux furent placés dans les positions les plus dangereuses et utilisés pour des assauts frontaux à haut risque où les pertes humaines étaient massives. Ils étaient affectés à des tâches extrêmement périlleuses, comme le déminage ou les attaques suicidaires contre les lignes ennemies. Au sein de l'armée française, les soldats africains et asiatiques subissaient une discrimination constante. Considérés comme inférieurs par les officiers français, ils recevaient un équipement de moindre qualité, une nourriture insuffisante et vivaient dans des conditions déplorables. Malgré leurs sacrifices, les survivants ne furent jamais reconnus comme les égaux des soldats français. De retour dans leur pays, ils se virent refuser les pensions et avantages accordés aux vétérans européens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France répéta la même stratégie. Plus de 400 000 soldats coloniaux furent recrutés, souvent avec des méthodes de coercition encore plus brutales. Des milliers d'Africains furent incorporés dans les tirailleurs sénégalais et envoyés combattre en Europe et en Afrique du Nord.
Comme lors de la Première Guerre mondiale, ces soldats furent affectés aux missions les plus dangereuses et soumis à un traitement dégradant de la part des officiers français. À la fin de la guerre, beaucoup de ces soldats espéraient une compensation et la citoyenneté française. Cependant, en 1944, un groupe de vétérans africains fut massacré par l'armée française dans le camp de Thiaroye au Sénégal, alors qu'ils manifestaient pour réclamer le paiement de leurs soldes. Cet épisode révéla que la France ne valorisait ses soldats coloniaux que tant qu'elle avait besoin d'eux sur le champ de bataille, avant de les abandonner dès la fin du conflit. Le cas le plus extrême de recrutement forcé eut lieu pendant la guerre d'indépendance algérienne. Plus de 250 000 Algériens furent contraints de rejoindre l'armée française et de combattre contre leurs propres compatriotes. La France recruta des milliers de jeunes Algériens dans les Harkis, un contingent de troupes indigènes utilisé pour réprimer le Front de Libération Nationale, FLN. Beaucoup de ces jeunes furent enrôlés sous la contrainte, menacés ou forcés de s'engager pour éviter des représailles contre leur famille. Lorsque l'Algérie obtint son indépendance en 1962, la France abandonna les Harkis à leur sort. Des milliers furent exécutés par les nationalistes algériens pour avoir collaboré avec les Français, tandis que d'autres furent emprisonnés dans des conditions inhumaines. Ceux qui parvinrent à s'exiler en France furent confrontés à la discrimination et traités comme des citoyens de seconde zone, privés de la reconnaissance et de la protection qui leur avaient été promises pendant la guerre. Le recrutement forcé dans les colonies françaises fut une pratique brutale qui priva des milliers de personnes de leur liberté. Aux yeux de la France, les populations indigènes n'étaient pas considérées comme des citoyens, mais elles devenaient des soldats utiles lorsque des renforts étaient nécessaires au front. Elles furent utilisées comme chair à canon dans les tranchées, les assauts suicidaires et les missions à haut risque. Une fois les guerres terminées, elles ne bénéficièrent ni de la reconnaissance ni des pensions accordées aux soldats français. En Algérie, la tactique fut encore plus impitoyable. Forcer de jeunes hommes à combattre leur propre peuple était un moyen de fragmenter la résistance, de diviser les communautés et de semer la peur. À la fin de la guerre, les soldats algériens recrutés par la France furent abandonnés sans protection et condamnés à l'oubli. L'empire colonial français s'appuyait sur des pratiques punitives qui combinaient la terreur publique à une oppression systématique. Au-delà de leur cruauté physique, ces méthodes visaient à briser le moral des communautés locales, renforçant ainsi l'hégémonie coloniale. Pourtant, l'histoire raconte également ceux qui, par la rébellion ou la dénonciation, devinrent des bastions de dignité. Leurs témoignages exposent le coût humain de ce régime et nous rappellent que même les empires les plus puissants rencontrent des limites lorsque la conscience collective se soulève contre l'horreur.